Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième vidéo dédiée à la philosophie politique où nous allons traiter cette fois-ci bien de John Locke. Alors John Locke est né en 1632 et il est mort en 1704, c'était un philosophe anglais, tout comme Hobbes. Hobbes à qui d'ailleurs il a repris le concept d'état de nature. C'est d'ailleurs le thème de cette vidéo puisque nous allons voir l'état de nature selon John Locke. Alors le temps pour moi de rejoindre mes petits panneaux afin de vous présenter un peu le plan de cet épisode. Et nous y sommes. Alors, dans une première partie, on va évidemment regarder finalement quelle est la conception de l'état de nature selon Locke. On va essayer de comparer au mieux, la philosophie de John Locke et la philosophie de Thomas Hobbes, en tout cas concernant ce concept d'état de nature. Et dans une deuxième partie, nous verrons finalement en quoi le problème de la propriété privée est central dans la philosophie de John Locke. Alors, sortons de cette maison afin de commencer notre vidéo. Hop. Voilà, on est plus au frais dehors. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que tout comme Thomas Hobbes, John Locke comprend que pour essayer de comprendre finalement la société, pour essayer d'expliquer la société, pour essayer vraiment de comprendre les problématiques d'une société moderne, il faut comprendre la situation d'avant un éventuel pacte social, autrement dit la situation d'état de nature, une situation où, selon John Locke, l'homme n'est qu'un homme et n'est pas donc une partie d'une société, n'est pas un membre d'une société. Donc c'est extrêmement important pour John Locke de pouvoir étudier cet état de nature et d'ailleurs il va dès le départ nous dire quelque chose de fort intéressant puisque selon John Locke, dans cet état de nature, l'homme est avant tout libre mais également égal aux autres hommes. Les hommes sont libres et égaux dans cet état de nature. Et ce qui va être assez intéressant par rapport à Thomas Hobbes, c'est que, d'après John Locke, finalement, cet état de nature, finalement, ne présente pas de soumission de l'homme sur l'homme. Autrement dit, il n'y a aucun homme qui prend le dessus sur un autre homme. Les hommes sont égaux, ils sont libres, et donc il n'y a pas de soumission d'un homme sur un autre. On sort du cadre de la vision de Thomas Hobbes, où finalement l'homme était un loup pour l'homme, où on était dans un état de guerre, où finalement certains hommes prenaient le pouvoir sur d'autres hommes. Donc là on sort véritablement de cette vision, pour une vision bien plus positive en tout cas de la nature humaine, et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Mais alors, essayons d'être un peu plus précis ici. Et pour cela, reprenons un peu la conception du droit naturel selon Hobbes. Alors, on a déjà vu que le droit naturel, c'était finalement, le régime de liberté, le régime de droit dans lequel l'homme est dans l'état de nature. Alors, dans l'état de nature, d'après Hobbes, l'homme est libre de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas véritablement, de contraintes, il n'y a pas de limites. L'homme peut faire tout ce qu'il juge bon pour se conserver. Donc ça, on a déjà vu ça. Et la conséquence de ça va être que finalement l'état de nature sera un véritable état de guerre de tous contre tous, où ça sera du chacun pour soi. Donc ça, je vous rapporte à la deuxième vidéo où on a bien étudié ça, on a bien mis ça en perspective. Donc voilà. Donc là, on voit bien la vision, la perspective de Hobbes concernant le droit naturel. En gros, le droit naturel, c'est tout simplement la liberté totale. Voilà. C'est le droit naturel selon Hobbes, c'est-à-dire la liberté totale. Locke, lui, va nous dire quelque chose d'assez surprenant et de beaucoup plus subtil. Locke va nous dire que finalement, même dans cet état de nature où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'institutions publiques, d'institutions au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, institutions étatiques, il va nous dire qu'il y a tout de même des règles. Il y a tout de même des règles, et ces règles, on voit bien, préexistent au pacte social. Autrement dit, ce ne sont pas des règles fixées par la société, mais ce sont des règles que l'on trouve bel et bien dans l'état de nature. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant ici. Alors d'où viennent finalement ces règles? Alors ces règles, que Locke appelle lois de nature, donc on voit bien ici déjà qu'elles proviennent effectivement de la nature, donc de cet état société, ces règles sont véritablement révélées à l'homme par la raison ou par Dieu. Autrement dit, c'est parce que l'homme est un animal raisonnable, ou on pourrait dire un animal spirituel, que ces règles vont s'imposer à lui. C'est-à-dire que, de par sa raison, l'homme va comprendre que, même s'il n'y a pas d'État, même s'il n'y a pas de pacte social, l'homme doit respecter certaines règles. Et parmi ces règles, on va trouver par exemple le devoir de se conserver. Donc là, on retrouve le conatus de Hobbes. L'homme a le devoir de préserver sa vie, il a le devoir de se conserver. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important, et quelque chose qui est d'ailleurs en commun donc avec Hobbes. Une autre règle qui véritablement découle, de la nature, c'est
le devoir de respecter la vie et les biens d'autrui. Donc ça c'est vraiment quelque chose également d'extrêmement important. Il n'y avait pas cette conception chez Hobbes, et c'est d'ailleurs pour ça finalement que l'état de nature était directement placé, j'allais dire, voilà, sous le régime d'un état de guerre de tous contre tous. Ici, on voit bien que il y a des règles et que ces règles qui s'imposent aux hommes dès l'état de nature, eh bien, vont imposer aux hommes de respecter la vie d'autrui et de respecter les biens d'autrui. Donc ça c'est extrêmement important. On voit bien que finalement, par devoir, l'homme se doit d'essayer de mener, j'allais dire, une vie harmonieuse. Alors attends, on va plutôt aller du côté de la tour, voilà. Donc l'homme a le devoir véritablement, voilà, de vivre une vie harmonieuse avec les autres hommes, une vie en paix avec les autres hommes. Donc là c'est une règle, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, l'homme doit respecter sa parole, doit respecter le contrat. En gros, l'homme ne doit pas mentir. Lorsque l'homme s'engage à un échange, à une transaction, eh bien l'homme doit s'y tenir. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus que Locke est véritablement retenu pour être un philosophe clé dans le libéralisme actuel, j'allais dire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'homme est dans un état de nature, et que dans cet état de nature, pardon, il y a des règles qui s'imposent à lui, des règles qui, finalement, s'imposent à lui à travers sa raison, qui s'imposent à lui à travers le divin. À partir de ces règles-là, de ces devoirs, eh bien, on va pouvoir commencer à véritablement discuter du droit naturel selon Locke. Autrement dit, quelles sont les libertés, quels sont les droits que nous avons pour, eh bien, j'allais dire... pour pouvoir respecter ces devoirs-là. Autrement dit, on voit bien que le droit naturel pour Locke va dépendre, en gros, eh bien, va permettre en tout cas de nous donner les libertés nécessaires au respect du devoir divin, du devoir qui nous provient de ce que Locke appelle les lois de nature. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, on va peut-être pas revenir sur tous les droits, évidemment. On pourrait citer quelques-uns. Le droit de paternité, par exemple, qui est un droit fondamental pour Locke, puisqu'il permet, j'allais dire, la conservation. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc on pourrait citer celui-là. Mais celui qui va nous intéresser, en tout cas à nous, ça va être, eh bien, le droit de propriété, qui va être un droit naturel, encore une fois, donc un droit qui se situe, j'allais dire, dans l'état de nature, qui n'a pas attendu, j'allais dire, l'état de droit pour exister. Et ce droit va être extrêmement important dans la philosophie de Locke, où on va éviter de faire sauter mes constructions. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va sauter là. Hop, je fuis comme un lâche, mais je préfère ça plutôt que d'avoir à reconstruire quelque chose en filmant la scène. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc oui, donc le droit de propriété va être un droit qui va nous intéresser le plus, en tout cas dans cette vidéo. Et encore une fois, donc il s'agit d'un droit naturel, donc quelque chose qui existe déjà dans l'état de nature. Alors, on peut déjà commencer à passer à la deuxième partie qui va traiter justement de ce droit de propriété. Alors, dans quelle mesure ce droit de propriété finalement est-il si important dans la philosophie de Locke? Eh bien, ce droit de propriété peut se retrouver déjà dans une chose primordiale. On voit bien déjà que l'homme est le seul véritablement à posséder son corps. Donc l'homme est le propriétaire exclusif, autrement dit, d'autres personnes ne peuvent pas utiliser son corps. L'homme est le propriétaire exclusif de son corps. Au moment où l'homme possède son corps, il est donc le seul à pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, ce qui va découler de l'action de son corps sur la nature va également lui appartenir. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est véritablement la définition de la propriété privée. Autrement dit, le travail, c'est-à-dire l'action de mon corps sur la nature, va finalement m'appartenir. C'est la définition de la propriété privée selon Locke. Tout travail, tout résultat finalement du travail de mon corps sur la nature, eh bien, fera partie de ma propriété privée. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important de s'en rendre compte. On peut prendre l'exemple de Minecraft. À partir du moment où je commence à labourer une terre, cette terre m'appartient. Car, par extension, étant donné que mon corps m'appartient, j'applique j'allais dire, mon action sur la terre, en la labourant par exemple, c'est du travail. La terre m'appartient et le fruit de la terre, qui sera par exemple du blé, m'appartiendront également. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant comme point de vue. Et évidemment, cela va avoir des conséquences assez incroyables sur la conception philosophique, enfin sur la philosophie en tout cas, de Locke.
puisque effectivement, si on peut considérer que c'est formidable finalement de pouvoir s'approprier de cette manière la nature afin de, j'allais dire, de suivre justement, de respecter nos devoirs issus de la loi de nature, si on peut considérer effectivement que c'est fantastique finalement de pouvoir se servir de la terre, de s'approprier de la terre, de pouvoir, j'allais dire, presque se protéger d'autres personnes pouvant, j'allais dire, nous voler notre blé, comme ça pourrait être le cas dans l'état de nature de Hobbes, si on peut trouver ça effectivement fantastique, il y a toutefois un problème, une vraie problématique liée à cela. Puisqu'effectivement, à partir du moment où je commence à m'approprier quelque chose par mon travail, j'allais dire au-delà de mon besoin, ça devient un problème. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le résultat de mon travail est exclusif. Ce qui m'appartient, la propriété privée, ça porte bien son nom, n'est qu'à moi. Et ce qui m'appartient ne peut donc être utilisé que par ma personne. Pour être plus clair, à partir du moment où je laboure un terrain, le terrain m'appartient. Si on reprend la définition de Locke, ce terrain m'appartiendra. Alors en quoi finalement c'est un problème? Eh bien c'est un problème parce que qui dit que ce terrain m'appartiendra, eh bien dit également qu'il n'appartiendra pas à un autre. Et donc la nature étant limitée, étant finie, eh bien on voit bien que ça pose un problème. Je ne peux pas, par plaisir, j'allais dire, commencer à labourer la moitié de la planète, enfin la moitié du terrain, juste voilà, pour m'approprier les choses. C'est quelque chose qui est absolument dangereux puisque cela ne permettrait pas aux autres hommes de conserver leur vie, d'appliquer, j'allais dire, de respecter le premier devoir qui est celui de conserver leur vie. Donc ça c'est extrêmement important ici, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Je reprends l'exemple de Minecraft. Si je décide du jour au lendemain de construire une énorme clôture qui traverse toute la carte, donc par exemple, ici je crois qu'il y a un mur de terre au bout d'un moment, voilà, donc si je décide de construire un mur de terre autour voilà, de cet espace-là, eh bien cet espace-là m'appartiendra. Par mon travail, cet espace-là m'appartiendra. Or, qui dit que cet espace m'appartiendra, dira également que cet espace appartient à personne d'autre. Et c'est là où c'est assez, enfin, je trouve où l'exemple de Minecraft peut vraiment nous aider aussi, c'est-à-dire que personne ne peut venir et me réclamer ce terrain. Pourtant, ce terrain m'appartient, et cela peut être, j'allais dire, une privation pour d'autres joueurs. D'autres joueurs pourraient effectivement avoir besoin d'un terrain, et finalement, le fait est, vu que je me suis approprié tout le terrain par mon travail, et que d'ailleurs c'est, j'allais dire, la loi naturelle, c'est mon droit le plus fondamental de faire ça, eh bien, on se rend compte que cela peut créer des conflits. Et c'est bien là le problème, la vraie problématique de l'état de nature selon Locke. C'est-à-dire que la véritable source de conflit n'est pas véritablement, j'allais dire, le comportement humain, qui pour le coup est plutôt positif. En tout cas, Locke a toujours une vision positive de l'homme, mais plutôt finalement la propriété. C'est la propriété qui pose véritablement problème. Puisque à partir du moment où, j'allais dire, je pose une action sur la nature qui m'entoure, eh bien je m'approprie cette nature-là. Et c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important. Car lorsque je m'approprie cette nature, je la rends par définition, je la rends en tout cas non appropriable par d'autres. Autrement dit, cette nature ne sera utilisée que par moi. Donc je reprends l'exemple de cette construction-là. J'ai construit ce bâtiment à l'aide de pierres. Eh bien, ces pierres-là, je les ai minées, elles sont à moi, mais c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai privé d'autres joueurs, par exemple, de construire également leur maison. Alors, à l'échelle de Minecraft et du monde, on peut se dire que bon, c'est pas, voilà, je n'ai privé personne je n'ai privé personne véritablement, voilà, de sa capacité à construire une maison, mais quand même, mais quand même. Et on peut prendre un autre exemple, j'allais dire, dans notre vie quotidienne, l'argent. L'argent est est un matériel qui est limité. Donc si je m'approprie 99% des richesses, eh bien cela pose un problème, puisque effectivement, par là même, je ne permets pas aux autres personnes, aux autres hommes, eh bien, de pouvoir subvenir à leurs besoins, puisque je m'approprie l'intégralité presque des ressources. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans la philosophie de Locke, et on se rend bien compte que c'est sur ce point-là, finalement, que l'état de nature va devenir un état de guerre. C'est-à-dire que c'est vraiment ce point-là qui va faire que finalement, eh bien, l'état de nature, mieux vaut le quitter. Et pourquoi il faut le quitter, l'état de nature? Eh bien, il faut le quitter dans l'état de nature, non pas parce qu'il est, j'allais dire, source d'insécurité comme c'était le cas chez Locke, mais plutôt parce que il faut que nous puissions, j'allais dire, protéger notre droit à la propriété privée et le réguler également. Donc c'est véritablement ça la raison pour laquelle Locke va nous dire qu'il faut quitter l'état de nature et qu'il faut passer à un pacte social.
Chez Hobbes, on se souvient, le pacte social était une manière de donner quelques-unes de ses libertés, afin justement, voilà, d'avoir, j'allais dire, plus de sécurité. Le pacte social chez Hobbes est un moyen de se protéger. Le pacte social chez Locke est plutôt un moyen de protéger ses avoirs, est un moyen de protéger la propriété privée et de réguler la propriété privée. Donc on voit bien que c'est deux conceptions extrêmement différentes, mais toutefois qui se rejoignent dans la mesure où effectivement il faut véritablement quitter cet état de nature. Alors peut-être avant de se quitter, je vais peut-être faire une dernière remarque, c'est que on se rend compte que dans le cas de Hobbes, lorsqu'on va signer un pacte social, on va renoncer à certaines libertés. Dans le cas de Locke, le pacte social est plutôt, si vous voulez, le pacte social ne va créer aucune liberté, donc ne va créer aucun droit, mais va être plutôt un moyen, j'allais dire, de réguler, d'assurer eh bien, que l'homme soit en mesure euh, de respecter ses devoirs que lui impose la loi de nature, autrement dit la loi qui lui est imposée soit par la raison, soit par Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et je pense que on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos où je parlerai bien du pacte social. Et bah écoutez, je vais vous laisser en tout cas pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez peut-être remarqué une petite erreur dans ce que je disais, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. Merci à tous et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est. Voilà, allez, ciao ciao.